sont avérées, ça veut dire que ce général est très informé. Il parle même de certains rendez-vous avec date. Le président Talon a reçu une certaine personnalité, il est au courant de ce qui a été dit, il a tous les renseignements sur les Alors, quels sont les outils qu'il utilise? Un Pegasus international? Je me demande, peut-il s'y renseigner? voilà, je me demande comment il fait. Je disais tantôt que s'il n'était pas président, il donnerait de grandes conférences internationales aux quatre coins du monde. Je crois qu'il ouvrirait aussi une école de renseignement. Donc, tous on irait là-bas apprendre, à faire du renseignement et à être au courant de ce qui se passe même dans le lit de nos ennemis. Parce que là, je ne serais pas surpris qu'il sache ce qui se passe dans le lit des gens. Parce que comment il fait? Moi-même, je me pose la question. Et quelquefois, je me dis, mais est-ce qu'il n'en dit pas trop? Parce que s'il dit certaines choses, les autres, leur service de renseignement vont remonter les pistes et savoir par où ça peut partir pour arriver à lui et faire tarir les sources de renseignement. Mais c'est pas la première fois, il a toujours parlé avec cette clarté. Et jusqu'ici, à ma connaissance, on n'a pas pu faire tarir une source d'information qui permet au général Tiani de parler avec franchise comme tout un bon général. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il utilise. Puisque même les services français ne sont pas à l'abri de ces intrusions, si je peux appeler ça ici. Même les services français ne sont pas à l'abri. Il y a eu même des secousses entre temps en France, au niveau des renseignements, on a remplacé les gens quand Tiani a sorti certaines choses. Et jusqu'ici, il est toujours au courant et il sort certaines choses. Donc moi, je crois que si ce type-là, il était mon ennemi, je ferais attention. Non, oui, c'est-à-dire que quand on parle de renseignement, c'est la preuve aussi. Vous voyez, Ibrahim Traoré a évoqué pratiquement les mêmes choses à un moment où il a même mentionné des bases avec leur localisation, etc. C'est pour dire qu'en fait des comptes, les pays de l'AES ont compris que la force d'une gouvernance d'État, surtout dans un contexte de guerre, c'est le renseignement. Ils ont fait les partenariats qu'il fallait. Mais vous avez dit une fois ici sur le plateau, c'est que les meilleurs services de renseignement dans le monde, c'est la Russie, n'est-ce pas? Alors, s'ils ont un partenaire comme la Russie, et ils ont les équipements nécessaires, on ne peut que voir les résultats qu'ils sont en train d'évoquer. Et on ne peut que s'en féliciter justement parce que si vous n'avez pas une connaissance chirurgicale des faits, et vous les évoquez dans à peu près, vous prêtez le flanc à des critiques acerbes, et ça va créer la confusion. Depuis que Tiani sort et évoque des faits, à quel moment ses adversaires ont eu le courage de tenir un discours sur des faits précis, à part lier de façon vague, pour dire non, vous êtes jaloux de nous. Parce que si vous n'êtes pas jaloux, écoutez, vous ne pouvez pas évoquer cette chose, nous on se met derrière et tout ça. Alors que le débat est sur des faits bien précis. On dit, à telle date, vous avez reçu tel monsieur, vous lui avez remis 90 millions. C'est vrai ou faux? Vous l'avez reçu ou pas? À telle date, vous êtes retrouvé à tel hôtel, avec tel nombre d'interlocuteurs, vous avez décidé de ceci. Ça, c'est des faits. C'est ça qui est de la communication. Vous voyez? Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut plus être dans la comédie, dans la face politique, où donc c'est l'indécence, c'est l'immoralité, c'est le camouflage. Et on donne le sentiment que bon, il suffit d'avoir la grosse gueule pour être entendu, pour être un leader. Non. Aujourd'hui, les leaders de l'AES marquent la différence. Et ils rapprochent justement les esprits vers ce qui est un vrai leader. C'est-à-dire celui-là qui sait parler pour toucher les âmes et pour déterminer les âmes à l'action. Aujourd'hui, on attend précisément que tous ces dirigeants incriminés, parce qu'avant, quand on parlait, on dit non, c'est parce qu'on est jaloux, c'est parce qu'on ne parle. Non, ici, c'est des faits bien précis. Vous êtes de connivence, oui ou non, avec la France? On vous a fourni tel matériel ou pas? Les avions évoqués, existent-ils, oui ou non? Tiens, il va jusqu'à dire qu'au nord du Bénin, il n'y a plus une seule force, un seul militaire français, et que la zone est laissée aux mercenaires et aux forces françaises. C'est vrai ou faux? Si ce n'est pas vrai, allez au nord, filmez-vous, démontrez que c'est faux, et puis montrez-nous que voilà, comme ça au moins on sera un peu confronté à la critique. Voilà. Et pour causer davantage le cas béninois, ça va se voir que dans cette relation était déjà très tendue entre les deux pays. Il y a eu la crise du pétrole, les frontières qui sont restées toujours fermées côté nigérien. Cette sortie ferme-t-elle définitivement la porte à une médiation africaine à court terme? À ma connaissance, je n'ai pas vu un pays ou un groupe de pays qui voulait mener une quelconque médiation. Peut-être qu'il y en a eu, c'est moi qui ne suis pas informé. Je n'ai vu personne. Justement, je me demande tous les jours pourquoi cela se passe et personne ne lève le petit doigt pour initier une médiation entre les pays de l'AES et les pays va-t-en-guerre sponsorisés eux-mêmes par la France. Il faut quand même, parce que les guerres qui se préparent, l'hiver noir qui se prépare, ce n'est pas les Français qui vont mourir, eux ils seront chez eux, ils ont leurs problèmes. Mais c'est ici que les gens vont mourir. Alors, est-ce qu'on attend que ça éclate avant que la CEDEAO ne commence à faire ses grimaces, que les gens aillent encore danser à l'Élysée? Est-ce qu'on attend que ça éclate avant que l'Union africaine, qui agit toujours en retard, comme Sadiko me toujours médecin après la mort, est-ce qu'on attend que ça éclate avant que les Nations Unies ne se pointent comme la dernière fois aux choses, au Burkina pour dire non, il faut faire les élections? Ça veut dire que pour eux, c'est les élections qui manquent et ça ne va pas. Vous êtes toujours au Qatar en train de vous lécher les doigts jusqu'au coude des prébendes. Vous êtes toujours en Arabie Saoudite en train de vous lécher les babines comme un lion qui a tué une biche. Vous êtes toujours dans tous les pays autocratiques du monde. Mais quand vous venez chez les pays pauvres qui se battent pour survivre, chaque fois qu'ils ont un franc, vous dites d'aller faire l'élection parce que vous voulez affamer leur population, vous voulez voir les terroristes tuer leur population et il faut les ruiner d'abord avec des soi-disant élections insensées. Et les autres ont fait des élections. Ils dirigent le pays avec 49-3. Si moi je n'ai pas fait d'élection et je dirige avec 48-3, où est le problème? Qui a fait élection, qui dirige avec 49-3. Moi je n'ai pas fait élection, j'invente 48-3 et puis je dirige mon pays. Pourquoi c'est à moi qu'il faut venir dire que je dois faire des élections? Donc, je ne sais pas pourquoi les gens attendent que ça dégénère avant de venir. Il est temps, à mon avis, que s'il y a encore une institution internationale qui a de la valeur, qu'elle approche les deux entités, AES et les guerriers de Macron, pour dire, mais mes amis, c'est vous les Africains qui allez mourir. Hein. Macron ne mourra pas. D'abord, il n'a même pas d'enfants. Il ne mourra pas. Mais vous, vos enfants, vos petits-enfants, ils vont mourir. Donc réfléchissez. C'est comme ça, autant colonial, on vous a eu. Quand tu prends le cas d'Ibn Bianzin, Bianzin est tombé parce qu'il a été trahi par ses frères. Il faut qu'on le dise. Voilà. Donc c'est les trahisons entre vous, Africains, qui font que les Blancs arrivent à vous dominer. Donc en plein 21e siècle, vous n'allez pas rééditer ce qui s'est passé au Moyen-Âge avec vos arrière-grands-parents.
il faut quand même que quelqu'un tire la sonnette d'alarme sans parti pris. Moi, je n'ai pas de parti pris dans cette affaire parce qu'il faut éviter les violences qui vont faire des dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de souffrances, de réfugiés et tout ce que vous imaginez quand il y a une guerre. Ce n'est pas une question de parti pris. Non, tu sais, je pense que sur cette question de médiation, il est impossible d'envisager la possibilité d'une médiation quand il y a une mauvaise foi flagrante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en clair que lorsqu'il y a un problème qui relève du bon sens et de la raison, en réalité, il s'agit d'interpeller la conscience des gens. Alors, j'ai dit tout à l'heure que le général Tchani a évoqué des faits. Si les gens incriminés sortaient d'autres faits qui créent finalement la confusion, etc., et on voit que ça ne va pas, on peut parler de médiation. Mais si vous n'êtes pas capable de démontrer en même temps que vous êtes en situation de faiblesse, malheureusement, vous n'êtes pas capable de revenir à la raison. Pourquoi? Parce que votre pouvoir dépend littéralement des puissances extérieures plutôt que des dépôts de votre peuple. Parce que quand il dépend de votre peuple, vous savez que vous agissez, vous parlez, vous raisonnez, vous vous activez dans l'intérêt du peuple. Alors, lorsqu'il y a des conflits entre voisins, c'est en fait le peuple qui est en pâtit parce que lorsqu'une frontière est fermée, aussi bien les Béninois que les Nigériens subissent littéralement le préjudice d'une telle fermeture. Et donc, un dirigeant responsable doit pouvoir privilégier l'intérêt de son peuple. Vous voyez? Le Niger a fermé la frontière parce qu'il est face à une situation de survie. Parce qu'il estime que son voisin va être utilisé comme une base arrière pour décimer les vies de ses citoyens. Mais alors, si le partenaire en question, ou bien le voisin, pense vraiment que ce qui est dit est faux, mais il peut appeler à une médiation parce que justement, il voit que cette fermeture-là cause aussi des conséquences désastreuses à sa population. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut maintenant interpeller la conscience des dirigeants. Il faut qu'ils comprennent qu'ils ont une chance unique à partir du moment où ils sont au devant de la scène. Et ils ont sur leurs épaules la vie des millions de personnes, que leur personnalité ne compte plus, que leur aura ou leur ego ne doit plus compter. C'est plutôt leur mission liée à l'épanouissement de leur peuple, liée à la vie même de leur peuple, à la préservation des intérêts de leur nation qui doit pouvoir compter. Et à partir de ce moment-là, ils n'ont qu'à faire profil bas et composer en tant qu'être humain responsable dont la mission est de travailler pour l'expansion de notre espèce tout simplement. Voilà comment il faut comprendre ce contexte-là et comprendre aussi l'embarras des institutions sous-régionales, régionales et puis mondiales dans ce dossier-là parce qu'en fait, la vérité n'a pas besoin d'être éclairée. Elle s'éclaire d'elle-même. Vous voyez? Et donc, on sait très bien que, en tout cas, ceux qui parlent ont raison, mais on ne peut pas intervenir parce que bon, il y a des intérêts connexes qui sont en jeu et bon, on ne veut pas dénoncer publiquement quelqu'un et tout ça. Voilà. Notre train d'aborder maintenant le troisième. Il s'agit des enjeux géopolitiques et des perspectives de cette conjoncture politique. Alors, il y a d'un côté l'axe AES, qu'on connaît désormais, de l'autre la CEDEAO, Excellence Oboyou Keguewe. Est-ce que l'interview de Général Tiani renforce, je veux dire, entre guillemets, l'isolement de l'AES ou au contraire, cette interview soude davantage le bloc Niger-Mali-Burkina face aux voisins côtiers? Les peuples de l'AES, ils n'en parlent plus. Eux, ils sont convaincus. C'est-à-dire que s'il ne s'agit que d'eux, ça veut dire que le général Tiani a prêché à des convaincus. Au moins sur 10 millions de convaincus. En fait, c'est à nous, hors AES, que le général Tiani a prêché. Et je peux te dire que dans ce qui tient lieu de CEDEAO, là, au moins 80% suivent ça. Parce que ça que leurs dirigeants qui veulent les amener coûte que coûte à une guerre macronienne ont leurs femmes et leurs enfants et leur fortune là-bas. Et quand la première rafale, femmes, enfants, petits-enfants, les chats, les chiens, quelquefois même les moutons, sont dans le premier avion et ils sont partis. Les populations savent ça. Donc le général Tiani a prêché pour tous ces souffres-douleurs qui vont mourir si la guerre éclate. Les dirigeants, ils s'en foutent. Tu crois que les chefs d'État là, qui perdront quoi dans cette affaire? Absolument rien. Donc, le mérite du général Tiani, c'est de lancer un appel vibrant, à toutes les populations, à tous les habitants de l'espace Afrique de l'Ouest. Les gens de l'AES, ils savent à quoi s'attendre. Hein. C'est nous, nos AES là, c'est nous qui rêvons qu'on a une paix divine éternelle. Alors qu'en réalité, je vous ai dit ici, que si vous touchez à l'AES, vous êtes plus menacés que les habitants de l'AES. Si jamais quelqu'un, le pays, parmi nous là, qui le premier touchera à l'AES, militairement parlant, mais il sera rasé. Pourquoi on dit ça tous les jours, les gens n'écoutent pas? Il sera rasé. Donc c'est les populations qu'on doit sauvegarder. C'est pourquoi je dis, sans parti pris, il faut initier un dialogue. Mais si les institutions internationales sont corrompues jusqu'à l'os, mais dans nos pays, il y a quand même des forces. Il y a les chefs traditionnels, il y a les religieux. Pourquoi on n'entend pas ces religieux qui font des miracles à l'église tous les jours? Pourquoi personne ne prêche la réconciliation? Chacun prend plutôt parti pour tel ou contre tel, et il va y prendre son enveloppe, il est content, il part. Parce que lui aussi, il veut rapidement préparer une place là-bas pour sa femme, ses enfants, quand ça pète, allez, tout le monde est parti. Qui pense au peuple? Qui pense à la population?